Je voudrais avant toute chose dire le plaisir et l'honneur d'être à cette conférence de clôture. Steve, j'ai essayé de me rappeler la première fois que nous nous sommes rencontrés. Je crois que j'y suis pas arrivé, mais je me rappelle avec une très très grande clarté quand toi et ta femme nous aviez invité dans l'appartement que tu avais à Lyon, dans le quartier du Point du Jour. Et je dirais que cet endroit était parfait au point de vue nom, parce qu'on était à ce moment-là à l'aube de l'interférométrie. Et je me souviens des discussions sur cette technique, cette façon d'aborder l'astronomie, alors que, si je me souviens bien, c'était il y a 26 ans, 27 ans, non, quelque chose comme ça, 27 ans, et l'interférométrie optique à Lyon, c'était une fente qui se promenait rapidement sur une image. Je me rappelle que tu m'avais au cours de ce dîner, qui avait un petit peu d'interférométrie, tu m'avais expliqué tout ce qu'on pouvait faire avec une occultation par la Lune. Donc, le but de cette présentation est de montrer comment le domaine, et en particulier grâce à ton œuvre et à celle d'un tas d'autres personnes qui sont dans cette salle, comment l'interférométrie a pu changer de façon plus qu'importante. Diable, qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne suis pas en... Voilà, ça doit marcher, j'espère. Oui. Donc, je vais vous parler du VLTI, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous aussi bien que moi. Le VLTI, actuellement, au présent, c'est une infrastructure qui est extrêmement importante. Si l'on compte qu'elle démarre avec 4 télescopes de 8 mètres, alors c'est vrai que les 4 télescopes de 8 mètres n'ont pas été faits uniquement pour l'interférométrie, mais il est juste de rajouter qu'ils ont été faits, il a été développé 4 télescopes en particulier, de façon à permettre l'interférométrie. Et ça a été un des arguments importants, Pierre Léna pourrait en parler 100 fois mieux que moi, qui ont mené à l'ensemble de télescopes géants de l'ESO. 2 télescopes de 1,80 m actuellement, qui seront 4 dans un an. Les 2 premiers télescopes que vous pouvez voir ici sont en fonctionnement maintenant, font des franges. Quelque chose comme 1 km de tunnel pour que tous ces faisceaux lumineux, ultimement jusqu'à 8 faisceaux, puissent se réunir. Et 6 lignes à retard, de façon à compenser le délai différent que met le front d'onde lumineux à arriver dans le laboratoire de recombinaison. Et 3 instruments, actuellement, Vinci, Midi, Ambert, dont il faut souligner, je n'ai pas fait un compte exact, mais très certainement, on peut considérer que l'ensemble d'instrumentation du VLTI est actuellement plus qu'à moitié français. Et nous allons voir où nous allons. Alors, le VLTI, comme tout le monde connaît le VLTI, ce n'est peut-être pas la peine, mais je rappelle quand même que c'est un défi technique qui est considérable. Et un défi technique dont nous souffrons encore. Il faut en effet maintenir 2 faisceaux, au minimum, difficile de faire des franges avec un seul, dans un volume qui est de l'ordre de 1 micron au cube. Si l'on considère que le VLTI fonctionne le plus souvent dans la bande K ou un peu au-delà, et ces 2 faisceaux viennent en fait de 2 endroits qui sont séparés d'à peu près 200 mètres. Donc il faut arriver à viser à l'intérieur de ce micron-cube depuis 200 mètres. Alors ça, viser, c'est rendu d'autant plus difficile que pour une bonne partie, ces faisceaux se propagent en boucle ouverte. Ils se propagent dans l'air. On n'a pas fait les investissements assez considérables qui les auraient mis dans le vide. Et en plus, ça se passe en plein bruit.
Alors bruit, ça veut dire quoi? Alors d'abord oui, voilà d'où vient le kilomètre de tunnel, avec les 4 télescopes de 8 mètres ici, et les différents endroits où se positionneront les télescopes de 1,80 m. Voilà un exemple de bruit. Le rapport signal-sur-bruit n'est pas terrifiant. Hein. Vous êtes actuellement à l'intérieur d'un tunnel et vous voyez les lignes à retard qui se déplacent de plusieurs dizaines de mètres de façon à ajuster justement que les faisceaux se rencontrent au bon moment, au bon endroit. Dans les 1 micron cube, il y a une surface de 1 micron carré, les fibres optiques dans lesquelles il faut viser, et le micron cube, le micron supplémentaire, c'est en fait un temps. C'est pour que les faisceaux arrivent en phase à cet endroit-là. Et des lignes à retard comme ça a des moteurs divers. Tout ça est dans un environnement où il doit y avoir une 50aine de pompes de refroidisseurs cryogéniques qui ajoutent tous leurs vibrations, et donc ça fait partie du problème essentiel du VLTI. Et donc le problème essentiel, c'est d'arriver à ce que cet endroit où la lumière se croise, qui fait ici une multitude de franges, puisse être un jour figé et avec la quasi-totalité de la lumière envoyée dans des fibres cohérentes. Donc ce dont on a besoin, c'est d'un très bon archer qui en plus connaisse bien la musique. Donc rapidement, je crois qu'il est important de dire que même si le VLTI est actuellement encore un système qui se construit, c'est un système qui donne des résultats scientifiques. Je crois que c'est le point le plus important sur lequel qu'il faut souligner. Voilà les 5 domaines, enfin sauf que le domaine autre ne sera pas spécifié. Et on voit ici tout simplement le nombre de publications qui ont été faites depuis le début du VLTI, il y a quelques années, dans les domaines scientifiques principaux de l'interférométrie actuellement, les diamètres et structures stellaires, les enveloppes circumstellaires, les étoiles particulières et les galaxies à noyau actif. Et j'avoue ne pas savoir ce que sont les autres d'ailleurs. Alors, un petit tour rapide en diamètre et structure stellaire. C'était considéré au début de l'interférométrie dans une large fraction de notre communauté astronomique comme quelque chose qui était boring, qui était ennuyeux. Bon, on mesure un diamètre, tout le monde est d'accord, c'est fondamental, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux? En fait, ça recouvre énormément de choses physiques, et même les diamètres sont finalement quelque chose qui est excitant et important. Je vous en donnerai quelques exemples. En ce qui concerne les enveloppes circumstellaires, là aussi, on peut y voir toute une série de sous-domaines, les étoiles chaudes, les objets jeunes, les étoiles enfouies, et non seulement comme un objet ponctuel en quelque sorte, mais aussi sur lequel on peut rechercher des asymétries, des tâches, etc. Et je vais vous présenter rapidement les résultats sur une étoile particulière, Eta Carinae, et sur un noyau de galaxie NGC 1068. Alors, les rayons des étoiles naines, c'était quelque chose effectivement qui était considéré comme après tout fondamental, certes, mais relativement classique. Et il faut dire que le VLTI a amené des mesures d'une précision assez extraordinaire, comme vous pouvez peut-être le voir ici, avec les données et leur erreur extrêmement faible, qui se retrouvent de façon d'ailleurs merveilleuse sur les meilleurs modèles d'étoiles actuels. Et il faut souligner que si ces résultats ont pu être obtenus, c'est grâce à la très remarquable précision obtenue avec la combinaison du VLTI et de Vinci, et c'est l'école française qui a développé cette technique, qui l'a développée aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, en Europe, disons aux États-Unis qu'au Chili. L'aplatissement des étoiles, voir que directement que les étoiles peuvent être aplaties, est également un résultat extrêmement nouveau. Et s'il est vrai qu'on s'attendait depuis au moins
depuis le 19e siècle, en fait, au fait que les étoiles, en tournant, allaient être aplaties. Il faut souligner ici le résultat absolument remarquable qui a été obtenu avec un aplatissement absolument extraordinaire, extraordinairement élevé d'une étoile. Achernar, sauf erreur. Et Eta Carinae est aussi un des exemples de la puissance du VLTI en montrant cet objet à plusieurs échelles. Donc vous avez en haut, quelque peu à gauche, cet objet vu à très grande échelle, en quelque sorte, sur une image du Hubble Space Telescope, une image centrale avec une optique adaptative sur un des télescopes de 8 mètres, et on voit sur le bas les données quelque peu cryptiques qui ont été obtenues avec le VLTI, mais l'important c'est qu'elles permettent de repérer un objet extrêmement petit, 5 millièmes d'arc seconde, et qui est très allongé, en fait, allongé de façon prolate, alors que l'objet précédent était oblat d'ailleurs, et qui correspond très probablement aux bornes internes du vent stellaire. Atteindre les centres actifs, les noyaux actifs de galaxies avaient été, je pense, dès l'origine, Pierre, considérés comme un des Holy Grail. Voyons, j'ai lu le code de Da Vinci, mais en anglais, le Saint Graal, sans doute, le Saint Graal de l'interférométrie, c'est-à-dire arriver à dépasser le système de notre galaxie, les objets à l'intérieur de notre galaxie, et voir directement ce qui se passe autour d'un noyau de galaxies actif, c'est-à-dire plus que selon toute probabilité, tout près d'un trou noir supermassif. Et voilà une des deux premières observations, puisque le Keck et le VLTI se partagent chacun à une semaine près l'honneur d'avoir été le premier à voir le cœur d'une galaxie active. Voilà donc les premiers résultats qui ont été obtenus, avec à gauche une image optique de NGC 1068, au milieu une image qui a été faite avec l'instrument MIDI, mais simplement en image, à 8,7 microns, puisqu'il travaille dans cette bande-là, de 8 à 12 microns, et les données étant particulièrement abstruses, un modèle ici qui est fait d'une structure de poussière qui a un composant central chaud, chaud c'est 800 degrés K, à peu près, Kelvin, un composant plus large, tiède étant 300 degrés K, c'est-à-dire notre température d'ailleurs, et le point absolument remarquable, c'est que MIDI donnant des informations spectrales, en fait, cela a permis de voir que le composant central chaud de poussière, donc de poussière qui réabsorbe et diffuse de la lumière qui vient de la partie extrêmement centrale, est essentiellement composé de silicate d'alumine, alors que le composant large, plus tiède autour, est composé essentiellement d'olivine. Et c'est quelque chose qui est absolument remarquable d'avoir pu, pour la première fois, être capable de connaître la composition de la poussière interstellaire, de faire de la minéralogie dans une galaxie externe. Alors, si je montre une vue globale, voilà l'ensemble des publications qui a été faite sur le VLTI, 2003, 2004 et 2005, c'est la somme des publications à la fin du mois de février, en fait. Donc ça devrait monter, on peut l'espérer, nettement au-dessus. Ces publications, c'est 37 articles en tout, dans des revues arbitrées. Évidemment, en outre, une très nombreuse quantité de communications, à des colloques, etc. Mais le point important sur lequel je voudrais insister, c'est que ça correspond à une communauté qui est importante. 131 auteurs différents, appartenant à 10 nations,
ce qui veut dire que ce n'est une chasse gardée ni d'un certain nombre de nations, même s'il est vrai qu'il y a des nations pilotes en interferométrie, ni d'un petit nombre de chercheurs. Et en fait, cela correspond, en 2004, ça a correspondu à la moitié de la production scientifique interférométrique dans le monde. Alors ça, c'est pas parce que l'ESO est spécialement bonne, c'est pas même parce que l'ensemble des chercheurs interférométriques est particulièrement bonne. Les deux sont vrais, bien sûr. Les deux sont vrais, mais c'est essentiellement parce que le VLTI est une facilité qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que les astronomes de tous les pays, en fait, peuvent accéder. Et non pas une facilité qui est utilisée uniquement par des spécialistes. Et je voudrais souligner ici que l'interférométrie au VLTI, c'est vraiment un exemple de coopération européenne. Le jour est bien choisi, hein. Où il y a eu une organisation nationale, d'une part. Cette organisation se fait à plusieurs niveaux, hein. Elle se fait au niveau de l'EII, European Interferometry Initiative, qui est en quelque sorte un club privé, mais qui regroupe tous les instituts qui sont moteurs dans l'interférométrie en France, en Allemagne, aux Pays-Bas essentiellement, et un programme Opticon, qui est un gros programme de coordination qui est subventionné par la communauté européenne, enfin, qui est partiellement financé par la communauté européenne, qui a été sélectionné, et qui recouvre beaucoup de programmes, mais dont l'interférométrie, et l'ESO, qui a un but fédérateur également, et qui est l'endroit où se développe tout cela. Donc, la science du VLTI, en conclusion, c'est qu'elle ne se restreint plus aux mesures de diamètre stellaire, ni même aux étoiles, même si ce n'est encore qu'un début. Elle est dopée par son caractère unique d'être une facilité qui soit en usage général, mais avec évidemment un petit mot sur le futur, parce que comme Alice non, c'était pas au Pays des Merveilles, si, c'était au Pays des Merveilles, mais dans le livre suivant, nous avons ce qui fait tout l'intérêt de la recherche d'ailleurs, c'est-à-dire que si on veut rester sur place, ne pas être dépassé, il faut courir de toutes ses forces. Donc, le pas suivant, dont Guy Perrin va peut-être beaucoup parler. Est-ce que par hasard je marcherai sur tes brisés? Parfait, absolument parfait. Tu as fait le bon choix. Donc, le pas suivant, qui n'est pas un pas simple, s'appelle PRIMA pour Phase Reference Imaging and Astrometry. Donc, c'est de transformer le VLTI, de le perfectionner pour qu'il permette de faire réellement des images. Rappelez-vous, je ne vous ai montré aucune image, en fait. Uniquement des modèles construits à partir des données, d'accéder à des objets faibles et de permettre une astrométrie de grande précision. En fait, ce dont je vais parler rapidement là fait essentiellement référence au travail que Guy Perrin et al., avec toute une série de personnes dans la communauté interférométrique, a récemment fait pour définir les buts scientifiques de PRIMA. Alors, je vais parler simplement de deux buts, simplement pour donner une petite couleur. Évidemment, ça va être probablement les deux buts les plus difficiles. Le premier, c'est d'arriver à faire de l'astronomie expérimentale qui soit dans le domaine de la gravitation forte. Alors, je vous présente une petite image en passant du centre galactique, avec toutes ces étoiles ici qu'on voit très mal et qui orbitent autour du centre galactique, et au point correspondant à la flèche avec le centre galactique,
le centre galactique est pris à un moment qui dure une vingtaine de minutes et qui se produit à peu près 2 fois par jour, enfin 2 fois par 24 heures, et qui est le moment où le centre galactique avale de la matière provenant des différentes étoiles et autres qui ont été aspirées. Et à ce moment-là, on voit apparaître un flash optique, là à la longueur d'onde de microns, qui correspond au dernier cri de la matière qui est avalée par un trou noir. Alors, puisqu'il y a des orbites d'étoiles qui sont extrêmement proches, voilà en fait les orbites qui sont connues et qui ont été obtenues en suivant la position des étoiles qui sont là, en suivant leur position pendant une douzaine d'années maintenant. Donc une série d'orbites dont certaines passent extrêmement près du centre de notre galaxie. Alors en fait, en perfectionnant les possibilités du VLTI, on peut imaginer, dans un avenir pas trop lointain, être capable de repérer avec précision les orbites des étoiles alors qu'elles passent extrêmement près. Et vous voyez ici, sur cette orbite, la précession du périhélie, enfin, si on peut appeler ça un périhélie dans ce cas-là, qui est la fameuse mesure qui a été une des fameuses 3 mesures qui prouvaient la validité des analyses de la relativité générale d'Einstein et qui permettront de tester une gravité modérément forte aux alentours de 2% de la vitesse de la lumière. Encore plus difficile, en faisant une astrométrie extrêmement précise, on voit une échelle à 80 microarcs secondes ici, on peut imaginer en quelques années être capable, à partir de l'astrométrie des flashs, de ces pics de lumière qui se produisent à peu près une fois par jour, une fois par nuit, puisqu'on observe la nuit, être capable de repérer des orbites de ce type-là, qui sont des orbites correspondant à une gravité extrêmement relativistique, avec des vitesses correspondant à peu près la moitié de la vitesse de la lumière. Donc d'accéder, ce qui n'est quand même pas extrêmement courant en astronomie, à la partie de la gravitation extrêmement forte. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être étudié sous la forme d'une coopération franco-allemande. Et pour terminer ce point, voilà une simulation de la photosphère de Bételgeuse pour montrer comment avec une interférométrie d'extrême qualité, le contraste est extrêmement faible, on peut imaginer là aussi, là en quelques semaines, être capable de voir une étoile comme on voit actuellement notre Soleil. Et ensuite, je pense que les autres orateurs vont parler de l'ensuite. Il y a évidemment toute une série d'ensuites possibles au VLTI, pas forcément au même endroit, certainement pas au même endroit avec l'essor de l'interférométrie spatiale. Laurent-Alain Léger va parler, je présume, avec l'interférométrie sur base kilométrique, au même endroit, éventuellement au Paranal ou ailleurs. Sans doute peut-être la place de l'Antarctique, qui est actuellement un problème extrêmement chaud de discussion. Et pour conclure, l'interférométrie est un outil difficile, c'est vrai, c'est un outil qui est difficile à construire, qui n'est pas le plus simple à opérer, mais c'est un dispositif qui offre une vue perçante et qui offre spécialement, on s'en est aperçu dans ces dernières années, non seulement une vue perçante, mais une vue perçante là où se passent les choses importantes. Et c'est grâce à l'action de beaucoup d'entre vous ici, et de Steve, que cette technique marginale, il y a seulement quelques dizaines d'années, où le calque est tout petit, est devenue maintenant un outil indispensable de l'astronomie moderne. Merci beaucoup.
voudrais t'en poser une. Dans la position dans laquelle tu es à l'époque, avec une visibilité sur l'ensemble de la communauté scientifique européenne, comment est-ce que le présent et l'avenir de l'interférométrie sont-ils perçus, avec ombre et lumière sans doute, par rapport à ce développement que tu as si bien mis en valeur? C'est vrai que actuellement, bon, c'est toujours assez compliqué, hein. Je vais d'abord réciter l'Évangile. C'est-à-dire que l'ESO n'est pas un organisme qui a une politique, ce sont ces agences nationales qui lui en font une. Ceci étant, ça n'empêche pas de s'interroger sur son destin et éventuellement de faire tout ce qu'on peut pour que ça soit le destin que l'on veut. Il n'y a pas actuellement à l'ESO une position, il n'y aura jamais de position arrêtée. Mais il n'y a même pas actuellement de position définie globale en ce qui concerne l'interférométrie. Nous sommes conscients qu'il va falloir l'obtenir et relativement vite. Vous savez sans doute tous que la construction d'une stratégie à la fois scientifique et infrastructure et moyen de l'astronomie européenne est en marche, avec en fait un démarrage demain matin dans les locaux de l'Observatoire de Paris. Ça s'appelle Astronet et ça a été retenu et financé par la Commission européenne. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que l'ensemble de la communauté astronomique européenne et ses agences sont partis dans un système top-down, bottom-up qui, en 18 mois, doit arriver à une vision scientifique qui soit légitimée, qui soit acceptée, et 18 mois plus tard, à des priorités d'infrastructure. Donc c'est un chantier qui est sur place, et c'est désormais, les règles du jeu ont changé, c'est dans ce chantier que se fera la position de l'ESO, et que l'ESO, réciproquement, se verra imposer sa position. Excuse-moi d'avoir été un peu long à répondre à ta question, mais elle était d'actualité en fait. Les deux Keck, enfin, Subaru, et justement comment le VLTI ferait conserver une position forefront, de leader, comment il se place par rapport à ce qui est en projet? Comment il se place? Avec la moitié de la production scientifique, il se passe bien. Je veux dire, il se passe pas trop mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, actuellement, le problème, c'est de serrer les dents et d'arriver à faire le pas technique suivant, le pas prima. Et je voudrais souligner au passage, on parle de compétition, c'est vrai qu'on a une espèce de compétition, par exemple avec Keck, mais je voudrais quand même dire qu'on a, bon, je veux dire, c'est connu assez largement, qu'on a actuellement quelques problèmes non négligeables pour arriver à avoir des systèmes de suivi de franges qui soient efficaces, de façon à justement augmenter la sensibilité du VLTI, accéder à des objets beaucoup plus faibles et surtout faire des mesures beaucoup plus précises, et en particulier astrométriques. Nous sommes aidés actuellement par la personne même du Keck, JPL Keck, qui a conçu le suiveur de frange en question, et donc nous sommes en coopération constante, et d'ailleurs, dans un mois, il va venir passer 6 mois à l'ESO de façon à nous aider directement. Donc je voudrais souligner que quel que soit l'aspect de compétition, c'est un aspect très très fort de coopétition. Je suis extrêmement impressionné par les statistiques des publications. J'attendais une monte, ça va monter rapidement, mais c'est formidable. Et franchement, il me semble que c'est vraiment au VLTI qu'on va voir se remplir la promesse dans l'interférométrie.